Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, un casque audio qui embarque une technologie unique en France. C'est Pépé Garcia qui vous en parlera. Jean-Sébastien Zanqui a fait les tests complets du nouveau Huawei P10. Il était très attendu. Vous verrez ce qu'il en pense. On sait presque tout du futur Galaxy S8 de Samsung. À quoi va ressembler le smartphone? Vous aurez pas mal d'éléments de réponse. Un bracelet connecté aussi fin qu'intéressant, c'est Raphaël Grabli qui vous en parlera. Et pour finir, une sorte de réseau social de défi, une appli qui fera peut-être votre week-end, vous m'en direz des nouvelles. Le JTech, c'est comme chaque semaine le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. C'est une première, l'arrivée en France d'une technologie baptisée Pure Digital Drive. C'est signé Audio-Technica et c'est présent sur deux nouveaux casques de la marque japonaise. Tout ça vous est présenté en détail par Pépé Garcia. Et c'est là qu'entre en piste le Pure Digital Driver de Audio-Technica qui va se pointer sur deux casques dont les références sont les suivantes, ATH DSR 7BT et ATH DSR 9BT. Comment ça se passe? Le signal Bluetooth arrive ici en numérique. Regardez comme il arrive, il rentre ici et il arrive directement sur une puce numérique qui s'appelle la puce D-Note. La puce D-Note va faire un travail extraordinaire, elle va utiliser le train de bits, donc plus d'informations numériques, pour faire bouger directement, donner des ordres directement à la bobine mobile et à la membrane. Ce qui signifie en clair sans décodeur qu'il n'y a plus de conversion numérique analogique et qu'il n'y a plus aucune amplification. C'est directement le signal numérique qui va être entre guillemets utilisé, quand on va prendre toutes les données numériques binaires pour faire bouger une membrane et donc produire le son. Pour monter ou descendre le son, c'est-à-dire sans ampli, c'est-à-dire que comment c'est plus fort ou moins fort, c'est tout simple. Plus le train de bits est chargé en information numérique, plus le son va monter. Moins il y aura d'informations numériques, plus le son sera faible. C'est un truc absolument incroyable, donc qui est là pour déjà donner une ligne directe au signal numérique, c'est-à-dire que le signal numérique saute deux étapes. On saute la conversion numérique et on saute l'amplification. Ça fait qu'on a directement un signal numérique tout droit vers la membrane. Mais attention, ce ne sont pas des casques 100% numériques. Voici pourquoi. Parce que notre oreille, tenez-vous bien, écoutez-moi bien, vous qui regardez Power. Notre oreille n'est pas numérique. Notre oreille ne comprend pas les 0 et les 1. Elle ne comprend que des fréquences, le son qui vibre, l'air qui vibre, entre guillemets. Et l'air qui vibre, c'est analogique. Donc au final, dans ce casque qui est entièrement numérique jusqu'à la membrane. Et quand on arrive à la membrane, c'est analogique pour faire bouger vos oreilles. Donc c'est faux, ce casque n'est pas 100% numérique. C'est un casque qui a une grande partie en numérique. Mais le driver, donc la finalité, est analogique. Power. Je me suis gratté la tête et les cheveux avec et je me suis dit, mais alors Audio-Technica, ce qu'ils essaient de faire, c'est de se dire, l'avenir, ce n'est pas au filaire. Je pense que l'avenir est au wireless. Donc ils ont essayé de concevoir un casque qui permettrait de respecter au maximum le signal entrant. C'est-à-dire que si le signal est de très bonne qualité, vous n'avez plus aucun obstacle pour attaquer directement la membrane. C'est droit devant, c'est direct, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus d'ampli, rien du tout. Et en plus, si on a la chance d'avoir un signal en haute qualité de la part d'un baladeur ou d'un smartphone qui est balancé en Bluetooth aptX HD, on a directement une voie royale pour motiver les membranes avec la meilleure qualité possible. L'idée, c'est de faire monter en qualité le Bluetooth de la façon la plus parfaite possible. Et ce, bien sûr, avant l'arrivée du Bluetooth en 5.0 qui, pour le moment, n'est pas prévu sur ce casque. On va en reparler à la fin de l'émission. Le nouveau flagship de Huawei, le P10, prétend pouvoir concurrencer les hauts de gamme, tels le S7 de Samsung, tout en coûtant 100 € de moins. Alors qu'en pense Jean-Sébastien Zanqui? La réponse tout de suite. Alors le P10 n'a pas d'écran AMOLED contrairement à plusieurs appareils haut de gamme tels qu'on les connaît comme chez Samsung par exemple, comme le Galaxy S7. Mais en revanche son écran IPS propose une bonne luminosité et un bon contraste qui font qu'il est très lisible en plein soleil par exemple. Alors le P10 a une puce Kirin 960 qui est vraiment le haut de gamme chez Huawei, donc il est très puissant, il fait tourner des jeux en 3D sans problème, son interface est très fluide et au niveau de l'autonomie, avec sa batterie de 3200 mAh, il propose une autonomie polyvalente qu'on a mesurée à 10h04, qui est d'ailleurs la même autonomie à la minute près que celle du Galaxy S7. Les progrès en photo par rapport au P9 sont assez significatifs. En plein jour, les clichés sont vraiment de très bonne qualité. En revanche, en basse lumière, il a un petit peu plus de mal, les images sont très lissées. Et puis surtout, là où il excelle, c'est sur la photo noir et blanc, avec son capteur vraiment dédié à ça, qui est excellent.
Alors ce modèle reste moins bon que certains autres concurrents haut de gamme comme le Galaxy S7, notamment à cause de son écran qui n'est pas un écran AMOLED et de la qualité photo qui est encore un peu en dessous vraiment des meilleurs modèles du marché. Mais comme il coûte 600 €, donc environ 100 € de moins que les autres modèles haut de gamme, on lui pardonne ses légers défauts. Il sera présenté le 29 mars prochain à New York, mais on sait déjà presque tout du Galaxy S8, le prochain flagship de Samsung. Alors quelles sont les rumeurs infondées? À quoi peut-on s'attendre? Les réponses sur le 01 Live Hebdo. Il aura un très grand écran. Un écran, en fait, il y aura comme ça quasiment. Ah oui, c'est une télé en fait. Ah oui, il sera énorme, hein, c'est la D'accord. télé en fait. Non, il sera décliné en 2 versions, ça on le savait aussi depuis un petit moment, donc avec des très grands écrans de 5,8 et 6,2 pouces. Écran Super AMOLED, évidemment, c'est du Samsung. Il sera très puissant forcément, avec les Exynos, les Snapdragon 835 de chez Qualcomm pour le marché américain. Il aura, conséquence de ce très grand écran, pas de bouton Home physique à l'avant, ce qui fait que le capteur d'empreinte digitale sera à l'arrière. Encore une fois, là, je parle de choses qu'on sait déjà depuis quelques semaines, mais je les rappelle quand même. Il aura une prise jack, je le rappelle aussi, ça peut toujours être utile. et a priori, au niveau de la photo, ce sera assez proche de ce que fait le S7, donc avec un capteur photo de 12 mégapixels. Normalement, c'est assez bon en basse lumière, etc. Le S7, c'est juste un des meilleurs, une bête en photo. Ouais. Donc, a priori, Samsung a la marge là-dessus. Ils vont, on va dire, capitaliser sur ce qu'ils savent déjà faire. C'est bizarre parce qu'on aurait pu attendre justement que Samsung cède un peu à la mode du double capteur. Ben, en fait, c'était un peu, voilà, non, c'était soit le double capteur, soit le grand écran. Ils voulaient prendre une tendance. Ils ont pris celle du grand écran. C'est vrai qu'LG d'ailleurs a fait les deux, quelque part, c'est vrai, avec le G6, avec un grand écran et un double capteur. Bon, a priori, sauf énorme surprise, mais alors là, il faudrait qu'ils aient parfaitement orchestré toutes les fuites. Ce sera un seul capteur. Donc peut-être pour le Note 8, peut-être pour d'autres smartphones. Pour le moment, effectivement, il n'y en a pas. Après, ce qu'on a appris assez récemment, c'est déjà il y aura une interface qui va être assez différente. L'interface, alors c'est la surcouche basée évidemment sur Android 7, Android Nougat. On a vu passer des icônes qui ont l'air assez remodelées, un peu dans l'esprit Material Design. Alors, c'est un bon point, je trouve, parce que c'est peut-être encore une des choses qui faisait que Samsung, visuellement, était un peu à la traîne par rapport à certains concurrents. Ça faisait un petit peu dater toutes ces icônes, voilà, un peu old school. Donc, un relooking de l'interface, en fait. Exactement, donc c'est un relooking extérieur, mais intérieur aussi. C'est toujours TouchWiz, hein, Toujours, toujours, oui, oui, logiciel, hein, de Samsung. oui, a priori, enfin... Le nom je pense pas que le nom change en tout cas. Le relooking avait commencé avec le Note 7 un petit peu, il y avait Voilà. des premières touches, mais donc du coup on l'a pas vu puisque. Voilà, on a une petite preview entre guillemets sur les Galaxy A aussi 3 et A5 qui viennent de sortir, mais effectivement là il devrait y avoir un bon ravalement de façade entre guillemets. On nous demande déjà sur YouTube si on a les prix des deux versions. Faut peut-être pas pousser quand même. On a les prix hypothétiques. On a une idée des prix. Alors ça va être un peu plus cher que le S7. Ça va être 799 € pour la version classique entre guillemets et 899 € pour la version plus, le S8 et le S8 Plus, la version grand format, donc quasiment 900 €. Bon, a priori, rien d'exceptionnel quand on veut rivaliser avec Apple qui vend des smartphones à 1100 € et quelques. Quand on écoute Raphaël, on a l'impression que c'est un peu le héros de Retour vers le futur, en fait, qu'il est revenu oui, de la conférence de New York. Il dit, ben voilà, vous savez. Voilà. Alors je vous le sors, alors je l'ai apporté. Je l'ai apporté, évidemment. Ça, exactement. Non, mais c'est dingue. Oui, non, mais on sait tout. On sait tout. Dans la famille des bracelets connectés, voici le petit nouveau, le Fitbit Alta HR. Alors, au premier coup d'œil, c'est son design qui frappe, mais est-ce qu'il a d'autres atouts? La réponse de Raphaël Grabli. À première vue, c'est vrai que c'est un produit qui ressemble beaucoup au Charge 2 qu'on avait testé il y a quelques mois, avec écran, cardio, etc. D'ailleurs, le prix est assez similaire, il coûte 150 €, le Charge 2 en coûte 160. La vraie différence, c'est sur ce côté compact, c'est vrai, et il y a une autre différence très intéressante. C'est sur l'autonomie. Le Charge 2 promettait 5 jours d'autonomie, ce qu'il avait réussi à faire. Cette fois, on est sur 7 jours d'autonomie, donc c'est encore plus ambitieux. Et je l'ai porté pendant plus de 7 jours, et effectivement, il a tenu 7 jours d'autonomie, donc une semaine sans le recharger, c'est quand même très appréciable. Il y a quand même une vraie nouveauté logicielle avec le Alta HR, c'est l'arrivée d'un nouveau mode sommeil. Contrairement au précédent qui était assez simpliste, on va dire, maintenant on va pouvoir accéder à son sommeil paradoxal, à son sommeil profond, etc. Donc Fitbit joue gros là-dessus et mise beaucoup sur le fait de nous informer mieux sur notre façon de dormir. Malheureusement, ce n'était pas encore disponible quand on l'a testé, donc on attend de voir ça, ça devrait arriver au cours du mois d'avril.
est simple d'utilisation. L'application Fitbit, pour moi, c'est juste une des meilleures du marché. Après, le seul bémol, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc, si vous êtes nageur, il faudra plutôt aller, par exemple, chez Garmin. Et un autre bémol, c'est qu'il ne gère pas le GPS, même celui du smartphone, comme peut le faire le Charge 2. Donc, si vous avez l'habitude d'aller faire des parcours, de courir en extérieur, là aussi, il faudra mettre 10 € supplémentaires et aller toujours chez Fitbit, mais prendre le Charge 2. Un peu d'audace et beaucoup de second degré, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour Just Dare, une appli qui veut vous faire les défis les plus fous. Ça vous est présenté par Jean-Marie Portal. Prends une photo que tu ne montrerais pas à ta mère, vous aimez les défis, et bien vous voilà servi avec Just Dare, parce que c'est justement là tout le principe de cette appli gratuite pour Android et iOS, vous inciter à relever les défis des autres ou bien à lancer les vôtres, à toute la communauté de ses utilisateurs ou alors spécifiquement à certaines personnes. Mais pour commencer, vous pouvez déjà vous amuser à tirer un défi au hasard ou sinon à simplement les parcourir. Ils sont classés en fonction de leur popularité, mais aussi par catégorie, fun, sport, art, cuisine, musique, insolite, actualité, jeu social ou love. Et puis quand vous vous sentez enfin prêt, invitez alors vos amis à vous rejoindre sur Just Dare, cette appli fonctionnant comme un véritable réseau social où vous disposez donc d'un profil avec la liste des défis que vous avez réalisés ainsi que ceux que vous avez envoyés ou créés. Bref, une nouvelle façon de s'amuser entre amis. C'est ainsi que se termine ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous dire quel sujet vous a le plus intéressé. Vous pouvez évidemment liker et partager cette vidéo autant que vous le souhaitez. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end.